Mes chers amis, l'heure est venue pour vous de suivre une émission qui a été tournée dans les années 30. Comment nous est-elle parvenue ? Nous ne l'avons pas encore élucidée. Toujours est-il qu'en 2030, il semblerait que nos confrères aient encore beaucoup moins de moyens que nous aujourd'hui. Apparemment, nos dirigeants actuels et à venir n'ont pas su mettre en place les solutions aux problèmes qui émergent en ce moment. Certains s'en sont sortis, mais aucune solution collective n'a été trouvée. Pouvons-nous encore changer le cours des choses ? Je n'en sais rien. Il s'agit du 3e épisode d'une série de 4. Nous essaierons de vous procurer l'épisode suivant, les 2 premiers étant résumés dans celui-ci. Je vous laisse à votre visionnage, soyez attentifs, car je reste convaincu, disons plutôt que j'ai l'espoir de voir le cours des choses s'améliorer. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et merci d'être fidèles à votre émission à la recherche des gens. Nous sommes toujours en direct de Rio. Pour ceux qui nous suivent depuis peu, je vous rappelle que notre équipe à bord du Novo Mundo a commencé son périple au pôle Nord, qui, je vous le rappelle, est maintenant libre de glace. Par la suite, nous nous sommes rendus en Alaska, où l'on a pu constater, une fois débarrassé de ses glaces, qu'il regorge de pétrole. Il n'y avait donc vraiment pas de quoi s'inquiéter, ça déborde. Nous sommes ensuite descendus sur New York, d'où notre reporter spécial Marc a cru bon de nous ramener un reportage sur la comédie musicale de C.L. Anniconi à Broadway, dont les décors et les gradins sont entièrement montés sur pilotis, et qui a été le sujet principal de l'émission La Culture, il faut que ça dure, animée par Marc et Urfis de Gueude. Que dire de cette émission si ce n'est que ce fut un vrai fiasco ? Marc a finalement compris que la culture, ça ne s'improvisait pas. Il s'est fait présenter comme étant un chef-d'œuvre, un patchwork de clichés usés jusqu'à la moelle. Patchwork rempli d'inepties, telle l'humidification présentée comme une invention française, alors qu'aujourd'hui tout le monde le sait, c'est au XIXe siècle que les Français l'ont copié aux Chinois, qui pratiquent cet art depuis les Ming. Heureusement qu'Urfis était là pour lui ouvrir les yeux, et ce, avec cette blague devenue célèbre maintenant. C.L. Anniconi a perdu la tête, ce qui nous fait C.L. Anniconi tête. C.L. Anniconi tête résume parfaitement ce pitoyable spectacle. La société Nos Rêves comptait bien se faire une publicité à moindre frais avec cette histoire, qui implique d'anciennes gloires, qui n'en sortiront pas grandies, je peux vous l'affirmer. N'est-ce pas, Mini ? Comme vous avez pu le voir dans notre précédente émission, la société Nos Rêves n'a pas hésité à laisser ses responsables d'agence se débrouiller seuls face à la montée des eaux.
qui a submergé la quasi-totalité de sa filière bancaire. Enfin, passons. Demain, nous quitterons cet endroit pittoresque, cap sur la bonne vieille Europe. Au passage, nous prendrons Marc, qui est en route pour New York, afin de vérifier pour nous une information absolument sidérante. Mais je ne vous en dirai pas plus, nous préférons prendre le temps de vérifier nos sources ici. Nous serons avec lui avant la fin de l'émission. D'après nos calculs, il devrait déjà être sur place au travail. Après son cuisant d'échec dans La culture il faut que ça dure, Marc ne s'est pas laissé abattre, loin s'en faut. Et je vous l'annonce, c'est avec Urfist et Michel qu'il est parti à la conquête de Rio. D'ailleurs, j'aimerais bien que quelqu'un me fasse signe pour me dire si le magnéto est prêt. C'est prêt ? On me fait signe que non. Où en étais-je ? Oui, donc nos 3 mousquetaires sont partis à l'assaut de Rio, avec la nouvelle invention de Michel, qui, je le pense, révolutionnera bien des choses, et notamment les débats politiques. Pensez donc, Michel a réussi à greffer sur une caméra normale un logiciel qui lit dans les pensées, et qui les affiche en sous-titres quand elles sont dissemblables de la parole. Il est vraiment génial, ce Michel. Ah, on me fait signe, c'est bon ? Alors quoi ? Ah oui, vous pensez que Michel est génial aussi, bien. Mais faites-moi signe pour le magnéto. Bien, je reprends. Nos amis nous ont ramené un documentaire de 52 minutes sur Rio. Je ne vous cacherai pas que le but d'Urfist était de retrouver Monsieur Véron, qui, comme il nous l'a appris dans La culture il faut que ça dure, se trouverait à Rio avec un stock non négligeable de haricots noirs. Y sont-ils parvenus ? Qu'est-ce que vous en savez ? Ah, on me dit que la régie est prête, donc vous pouvez envoyer le documentaire, merci. C'est vraiment parti maintenant. Pour commencer, un petit rappel en images qui se passe de commentaires. C'est après avoir navigué entre les immeubles et passé le pain de sucre par bâbord que nous avons accosté sur le Morro de Providencia, où nous avions repéré ce petit escalier. C'est sur les hauteurs qu'il semblait y avoir de l'activité. Des parties basses de la ville, celles qui n'étaient pas complètement inondées, ne sortaient que des hélicoptères, qui survolaient les hauteurs. Aussi surprenant que cela puisse paraître, nous avons très vite eu des informations sur Monsieur Véron, qui nous ont menés à cette maison, qui avait subi l'épreuve du temps et des balles. Là vivait une petite communauté des plus iconoclastes, typiques de l'époque insouciante. Avec Do, un peintre français, Tony, un trentenaire allemand qui s'était avéré, ma foi, fort sympathique et serviable, le maître des lieux, un ancien avocat d'origine indienne, coiffé au carré avec une frange et qui passait ses journées en robe qui n'était pas celle d'un avocat. Son compagnon, sa sœur, sa mère, son beau-frère, etc. Lors de la soirée, nos hôtes nous ont confirmé qu'ils connaissaient Monsieur Véron, mais ne s'étendaient pas trop sur la question. Ce que nous avons compris, c'est que Monsieur Véron les connaissait d'avant, qu'il leur avait rendu visite et était reparti le lendemain à la favela d'Andaraí, pour ouvrir soit une épicerie ou une conserverie. Nous n'avons pas bien compris. Urfist ne mit pas longtemps à convaincre Tony de nous y mener, même si celui-ci doutait qu'on nous laisse monter. Le lendemain, nous quittions nos hôtes. La favela d'Andaraí, du fait de son altitude, disposait d'un peu plus d'espace. Nous sommes arrivés au pied de l'escalier qui menait à la petite place où Monsieur Véron se serait installé. Des hommes vinrent à notre rencontre.
Tony et Urfist échangèrent quelques paroles avec eux. Pas besoin de comprendre le portugais pour deviner que la conversation tournait autour de Hugo Veron au Pintor. L'un d'entre eux monta, et ce n'est qu'un quart d'heure plus tard qu'il revint. Urfist pouvait monter, pendant que nous devions rester en bas sous la surveillance de ces hommes. Il y en avait maintenant une bonne vingtaine. Urfist suivait déjà son guide d'un pas guilleret. Il était 11 heures du matin. Et ce n'est que 25 heures plus tard que nous le revîmes. Il y a plus d'activité la nuit que le jour dans cet endroit. D'où nous étions, nous ne pouvions pas voir grand-chose, mais les pétarades étaient plus intenses qu'à Providencia. Je me faisais du mouron pour Urfist. Tony sortait régulièrement pour parler à nos gardes. Nous l'entendions bavarder joyeusement et revenir à chaque fois plus regaillardi, malgré le temps qui passait et les bières qui s'enfilaient. Mais sa bonne humeur et son optimisme nous réconfortaient. Tout bon, qu'il disait avec un sourire béat. Enfin, rien ne nous soulagea plus que de revoir Urfist, malgré la fatigue qui pouvait se lire sur son visage. Je le laisse nous raconter sa nuit. Pour l'illustrer, il n'a pu ramener que quelques photos, car les caméras nous ont été interdites. L'invention de Michel ne nous aura donc été d'aucune utilité dans ce reportage. C'est à vous, Urfist. Mes chers amis, par quoi commencer ? D'abord la montée de cet escalier qui se rétrécissait au fur et à mesure que nous montions, croisant de nombreux hommes en armes, pour finalement arriver sur cette esplanade. À la droite de celle-ci, il y avait 2 échoppes, une dont le rideau était fermé, sur laquelle on pouvait lire « Conservas au Pintor », et celle d'après qui semblait être un bar, où un homme parlait. Les nombreux autres écoutaient. L'orateur se tourna vers moi. Pour ceux qui ont connu, Mike Tyson en plus grand. Le gaillard en tongs, short et t-shirt me sourit. Ouf. Il me fit signe de me rapprocher du bar. Il me demanda si c'est moi qui connaissais Hugo. Dans mon portugais approximatif, je lui expliquai le but de ma visite. Petit à petit, l'atmosphère se détendait. Il demanda Quand les allées et venues ont commencé à s'intensifier, c'est-à-dire 6 heures plus tard, il me demanda de le suivre dans un endroit plus calme. Nous nous sommes rendus dans une petite maison en contrebas au bout de la place. Nous venions d'arriver chez Magdalena. Cabane faite de briques et de tôle, dans laquelle j'allais vivre la nuit la plus exotique de mon existence, entre le rituel du bar, les séances de Macumba et les survols d'hélicoptères. Mais comme il ne nous reste plus beaucoup de temps, m'étant un peu attardé sur le bar et ses coutumes, je vais vous résumer ce que j'ai appris. Cet homme, que j'appellerai le chef, élu par la communauté, était un ami de longue date de M. Véron. Ce dernier était arrivé avec une idée bien précise, créer une conserverie que je qualifierais de virtuelle, les conserves au Pintor. Et avec l'aide des complices du chef, ils ont fait croire qu'elles étaient présentes dans tous les commerces de la ville. Ils purent ainsi créer de toutes pièces une comptabilité dont les chiffres ne manqueraient pas d'attirer la concurrence. La multinationale Norev se montra très intéressée. La société Conservas au Pintor était au nom de la communauté. Ils reçurent de Norev une offre de rachat assez minable au vu de la comptabilité, mais qui pour une coquille vide était vraiment bonne à prendre. La transaction s'étant faite par l'intermédiaire de M. Véron, celui-ci négocia pour lui un rôle dans un spectacle à Broadway, et ce, pour un salaire exorbitant. Je pense que vous êtes nombreux comme nous à penser que M. Véron est parti jouer l'humidificateur dans la comédie minable de C.L. Aniconi à Broadway. Sachant cela, nous avons décidé de rentrer directement sur le Novo Mundo, d'où Marc partira pour New York pour vérifier cette hypothèse. Quant à moi, je vais me coucher parce que là vraiment je suis crevé. À bientôt. Comme vous avez pu le constater, le reportage de nos amis a été coupé au montage, afin de respecter la sensibilité des plus innocents d'entre vous.
Bien, on me dit que Marc est en direct de New York, d'où je l'espère, il va nous apporter la réponse à la question qui nous tient maintenant tous en haleine. Les artistes sont-ils tous des salauds? Marc, c'est à vous. Bonsoir Robert, bonsoir tout le monde. Ne généralisons pas, hein. Je dirais que la question est, messieurs Quenis et Véron sont-ils des salauds? Eh bien, figurez-vous que je suis avec quelqu'un qui va peut-être nous apporter la réponse. Cette personne a repris le rôle de l'humidificateur il y a 3 jours, après avoir été pendant des semaines la doublure de Monsieur Véron. Monsieur Lee, vous qui les connaissez, que pouvez-vous nous dire de messieurs Quenis et Véron? Monsieur Véron n'y connaissait rien. C'est moi qui lui ai tout appris. Mais même avec mon aide, son humidification manquait cruellement de finesse. Et cela ne l'empêchait pas de passer ses soirées après le spectacle à boire toute la nuit avec monsieur Quenis. Et puis, il y a 3 jours, un directeur de la société Norev est rentré, en hurlant dans la salle. « Oui, le salaud, les Brésiliens achètent leurs haricots secs, voleurs et tout le tout team. » Je n'ai pas bien compris ce que venaient faire les Brésiliens avec leurs haricots. Toujours est-il que depuis, nous n'avons plus de nouvelles de monsieur Véron, ni de monsieur Quenis. Très bien, très intéressant. Et que pouvez-vous nous dire d'autre? Eh bien, mis à part que je suis obligé de rester avec ce costume ridicule encore quelques jours, la couturière n'ayant pas fait mon nouveau, eh ben en attendant, je peux vous parler du spectacle, si vous non, voulez mon bien. vieux, non, on va pas m'y reprendre. À vous le Novo Mundo, et surtout n'oubliez pas de venir me chercher. Hein. Bien, merci Marc. Ne vous inquiétez pas, nous serons là dans quelques jours, ce qui vous laisse le temps de goûter encore et encore ce magnifique spectacle. Bien, mais trêve de plaisanterie. Urfist étant encore endormi, personnellement, je ne sais toujours pas quoi penser. Quelle nuit il a dû passer quand même, Urfist, hein? Bien, mais je crois que nous allons nous quitter sans avoir de réponse, mais étant donné qu'il est un petit peu grillé sur tout le continent américain, peut-être allons-nous trouver Monsieur Véron en Europe. Nous le saurons la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, envoyez le générique.